suivez de partout à travers le monde. Merci de nous rejoindre dans votre magazine politique. Question d'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, de l'invasion russe en Ukraine. Nous allons également parler du processus électoral. Vous le savez, en RDC, les élections sont prévues le 20 décembre de l'année en cours. Est-ce que les formations politiques sont-elles prêtes à affronter ces scrutins? Et avec nous sur ce plateau, Maître Donald Kabasele, vous êtes coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée pour la nation. Vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS. Vous êtes avocat et en même temps chercheur en droit. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à 2 millions de téléspectateurs qui vont effectivement nous suivre ce soir. Et donc, nous sommes là pour que le débat soit le plus républicain possible. Merci, Donald Kabasele. Première question. Je vais dire que la situation s'enlise avec la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine. Et la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Mais Poutine a balayé du revers de la main dans sa récente sortie médiatique. Il a même fait des menaces. Vraiment, je pense que tous les États du monde, les États sérieux du monde, doivent prendre considérablement cette situation de la guerre russo-ukrainienne au sérieux. Ce n'est pas un jeu, en fait. Effectivement, on s'adonne à des pratiques du genre, il y a un mandat qui est émis, il y a tel groupe qui se bat contre tel groupe, il y a une coalition internationale, il y a l'aide qu'on apporte à l'Ukraine, mais ne nous leurrons pas. La paix et la sécurité dans le monde sont menacées. Parce que là, nous avons les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui se battent. C'est ça, le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une guerre froide, même si on ne l'annonce pas. Il y a déjà 2 blocs qui se sont dessinés. Et le plus dur, c'est que ce sont des États nucléaires qui veulent se battre. Je ne sais pas s'ils s'imaginent l'ampleur des dégâts que ça va causer. D'ailleurs, il est souvent dit que lorsque 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. En fait, les mêmes circonstances qui ont fait que dans le monde on connaisse la Deuxième Guerre mondiale sont presque les mêmes raisons actuellement qui veulent effectivement inaugurer la Troisième Guerre mondiale. Et donc, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'analystes, nous regardons ça avec un autre œil. Je sais déjà, pour vous répondre à votre question, que la CPI n'arrêtera jamais Poutine. Ça, c'est une évidence. Bon, vous êtes sûr? Mais je ne vois pas comment il le fait. Non, mais écoutez. Mais la Russie a ratifié les statuts de Rome. Non, mais écoutez. Vous savez, les écrits nous donnent une version d'une part, et d'autre part, il y a la réalité d'applicabilité de ces résolutions. Je ne sais pas m'imaginer l'aventure. Je ne sais pas m'imaginer l'aventure. Vous n'avez jamais imaginé qu'un jour Vladimir Poutine être aux arrêts par la CPI? Non, mais je ne vois pas comment ça se fera. Là été Laurent Gbagbo et d'autres personnalités. Ah, vous ne citerez que Laurent Gbagbo. Vous ne citerez que cela. Vous ne citerez pas un membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité qui a connu la même situation. Je vous donne un cas typique. Ça serait une grande première. Je vous donne un cas typique. Une fois, par rapport à la guerre qui s'est passée en Afghanistan, en Irak, en Syrie et tout ce que vous voyez, le procureur près la CPI avait pris des résolutions d'enquêter sur les crimes contre l'humanité qu'auraient commis certains éléments militaires américains. Est-ce que vous connaissez la réponse? Les États-Unis ont menacé qu'ils vont arrêter leur financement à la CPI. Depuis, c'est une histoire enterrée. On n'en parle plus. Parce que s'il fallait qu'on reste logique, nous pouvons, dans une certaine mesure, dire que c'est que Poutine est en train de faire
en Ukraine n'est pas admissible parce qu'il a agressé un pays, il est venu envahir un pays. Ça peut être soutenable. Mais d'autre part, il faut suivre Poutine dans ses argumentaires. Il dit que la paix et la sécurité de son pays sont menacées. Et qu'ils ont l'obligation... Il va user de tout son pouvoir. Ils ont l'obligation de se défendre. Voilà, pour se défendre. En usant de tout le moyen qui s'offre devant eux. Et depuis que cette guerre a commencé, il y a eu des sanctions économiques. Ça fait pratiquement une année. Une année pratiquement, il y a eu des sanctions économiques. Le plus grave qui ont été prises. La Russie est toujours debout. Il y a eu l'aide militaire. Donc, je vais dire, l'armée ukrainienne a reçu l'aide militaire de Marine, l'Allemagne, tout ce que vous voulez. De la France, de la Grande-Bretagne. Mais la Russie continue son bonhomme de chemin. Ça n'a pas arrêté la Russie. Maintenant... Donc vous craignez une troisième guerre mondiale? Oui, bien sûr, parce que ça peut dégénérer. Mais la Chine, apparemment, même sans le dire ouvertement, affiche son appui vis-à-vis de la Russie. Parce que juste après ces mandats d'arrêt international, le président Xi Jinping a fait le déplacement vers le Kremlin pour échanger avec Vladimir Poutine. Diplomatiquement, effectivement, c'est un symbole. C'est un peu pour dire, nous sommes liés à la Russie et on va se battre contre le bloc occidental. Parce que maintenant, vous avez la Chine et la Russie qui ont pris un côté, et de l'autre côté, vous avez la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui font leur bloc. Et donc, le monde est divisé en blocs. Le monde est divisé en blocs. On refait le mur de Berlin, en Allemagne. On refait la même chose. On refait l'aventure de la guerre froide. Et donc, c'est un peu la même scène qui se répète. Voilà pourquoi nous interpellons les uns et les autres à ne pas nous faire vivre la situation qui a saccagé Nagasaki, Hiroshima, Kyoto et les restes. Parce que maintenant, les bombes nucléaires ont une capacité de nuisance exceptionnelle. Donald Tabassé, il ne faut pas qu'on en arrive là. Les conflits russo-ukrainiens a atteint un niveau de non-retour. Si on était en médecine, on allait parler de la métastase du conflit. Non, mais parce que à ce moment du conflit, on commence à se menacer l'usage des armes nucléaires. Ah, ça c'est très dangereux. Ça c'est dangereux parce que la bombe d'Hiroshima, la bombe qui a secoué Hiroshima, aujourd'hui... Et Nagasaki, Kyoto et tout ça. Aujourd'hui, c'est une bombe perfectionnée à plus de 1000 fois, je vais dire. Il parle de Satan 1, Satan 2. Satan 2 et tout. Ce sont des armes de destruction massive. David, dans ces conflits, personne ne va gagner. Mais beaucoup de pays africains ne se prononcent pas sur la question, justement. Bien sûr, c'est parce que le président russe, je l'ai suivi, Vladimir Poutine, il a proféré des menaces envers des pays qui s'ingèrent dans ce conflit. Non, pas seulement ça. Mais il y a l'expression d'un ras-le-bol général par rapport à l'ordre mondial qui est déséquilibré. Et ça, c'est un fait. Nous, Africains, on en souffre. Nous allons parler de notre pays, la RDC, mais vous allez comprendre que c'est une complicité qui a trop duré. Et qu'une personne normale, placée dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, ne peut que finalement dire, ben, on en a marre, on n'en veut plus, on veut passer à autre chose. Et donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, il peut y avoir des raisons pour que les États africains attaquent la Russie, qu'ils disent que la Russie, ce qu'elle fait n'est pas bonne. Mais, écoute, à un moment, l'histoire nous rattrape. C'est le même conflit que les mêmes puissances ont créé en Afrique. Ils ont pillé nos minéraux. Vous voulez parler notamment de la Libye, le Mali et d'autres pays africains. Quelles peuvent être les raisons qui ont poussé la France dans cette opération d'éliminer un président africain? Et aujourd'hui en Libye... c'est la France, les enquêtes... Non mais écoutez, ils ne s'en cachent plus. Même la France sait qu'elle a été au devant de la scène. Et même les Français disent, ils reprochent ça à leur président. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, regardez... La guerre qui est au Sahel, mais le corridor qui a été ouvert, c'est la Libye. Vous voulez parler des Acmi, Boko Haram et tout ça? Je vous dis que tout ça est né du fait que, comment on va dire, le leader libyen a disparu. Le monstre libyen a disparu. La sécurité a disparu.
c'est devenu un couloir des terroristes. Qu'est-ce que ça nous a produit? Les Africains ont raison de se poser ces questions. Vous l'avez fait en Libye, les gens sont morts. Mais c'est quoi la suite? Rien. On a arrêté Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts, 5000 morts et tout. Avec Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il n'y a plus de procès. Gbagbo est rentré dans son pays avec Ouattara, ça marche. Et ces victimes qui sont mortes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y a pas de réparation. Alors, est-ce que cette justice rassure? Moi, je pense que non. Et donc, un peu l'expression de ces ras-le-bol fait que certains États africains se disent qu'ils se battent entre eux. Une expression qui commence à devenir de plus en plus généralisée. Nous allons prendre un extrait de la réaction du président russe Vladimir Poutine au lendemain du mandat d'arrêt international lancé contre lui par la Cour pénale internationale. Il a même demandé aux militaires ukrainiens de déposer les armes parce que la campagne militaire qu'ils mènent, c'est une campagne juste, c'est pour leur bien. Nous allons le suivre. Tout le cours des événements et l'analyse des informations reçues montrent que l'affrontement de la Russie avec ses forces est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde et elle dispose en outre d'avantages en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel qui ont pris l'Ukraine en otage et tentent de l'utiliser contre notre pays et son peuple. Je le répète, nos actions relèvent de l'autodéfense, contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un désastre encore plus grave que celui d'aujourd'hui. Aussi difficile que cela puisse être, je vous demande de le comprendre et je vous appelle à la coopération pour tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble, pour ne permettre à personne de s'immiscer dans nos affaires, dans nos relations, mais les développer de manière indépendante, afin que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et, malgré l'existence de frontières entre les États, nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Je crois en cela. Je crois que tel est notre avenir. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Maître Donald Kabasele, pour justement clore cette page, justement il y a beaucoup à dire et à redire sur les conflits russo-ukrainiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette escalade de la violence qui risque d'embraser toute l'humanité? Chaque membre permanent du Conseil de sécurité doit respecter le droit international. Le droit international veut que chacun reste chez soi et qu'on respecte la souveraineté des autres États.
Ça ne sert à rien d'avoir de bases militaires partout dans le monde. Les autres pays peuvent se voir être menacés. Ça ne sert à rien de faire des interventions servales par-ci, par-là et de seulement faire appliquer l'hégémonie de sa puissance. Chacun doit rester chez soi. Nous devons nous aider dans les limites de ce que le droit international nous recommande. Il n'y aura pas de conflit. Mais quand les États-Unis voudront montrer au monde que ce sont eux la grande et la superpuissance, ils trouveront toujours un État, soit-il petit ou grand, qui leur dira que ce que vous faites est injuste. Et donc, le monde doit être de plus en plus juste et nous vivrons en paix. Et ça, c'est votre point de vue. Nous allons retourner au pays. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est avec la résurgence du M23. Vous savez, ce mouvement avait été défait en 2013. Il réapparaît, mais avec armes et munitions, avec l'appui justement du Rwanda. Et aujourd'hui, il y a la force régionale, il y a les Burundais qui ont envoyé leurs militaires, il y a les Angolais. Mais l'opinion s'interroge sur les mandats justement de cette force régionale parce qu'elle a un mandat inoffensif. Et pourtant, les FARDC voudraient avoir des appuis pour bouter hors du territoire national ces terroristes avec leurs pantins. Je vais d'ailleurs revenir parce que vous dites que le M23 avait été défait en 2013. Complètement en 2013. Oui. Et il réapparaît aujourd'hui. Oui, en tant que force, en tant que milice, ils ont disparu. Mais est-ce que les accords signés avaient disparu? Pas du tout. Les accords ne disparaissent pas comme ça. C'est quel type d'accord? C'est quel type d'accord? Parce que vous parlez des accords. Du 23 mars 2009. Et dans la même perspective, vous voyez, les mêmes circonstances actuelles, on fait fléchir des gouvernements de l'époque qui se sont rabaissés jusqu'à signer avec des criminels, des terroristes. Au nom de la paix. Au nom de la République. Au nom de la paix. Ils t'ont engagé toi, ils m'ont engagé moi, permettez que je vous tutoie. Dans cet accord où il est dit que ces gens devraient rester dans leur fief, avec leur garde et titre qu'ils avaient dans leur rébellion. Au nom de la paix. La paix n'a pas de paix. Mais écoutez, la paix n'a pas de paix. On a dit au nom de la paix, on a dit tout ce qu'on a dit, mais finalement, nous trouvons qu'il n'y a jamais eu de paix dans cette partie Est. Et donc, c'est un peu les engagements qu'on prend. C'est comme ça que nous, qui sommes aujourd'hui en train de gérer la République, nous nous abstenons à prendre des engagements qui peuvent compromettre l'avenir. Quand vous parlez de nous, ça veut dire quoi? Nous, ça veut dire quoi? Parce que moi, je voudrais avoir la même compréhension. Le pouvoir actuel, voilà, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne veut pas entrer dans la logique de dire nous pouvons signer n'importe quoi pour que demain nos enfants et nos petits-enfants en subissent. C'est un peu ce qui se passe avec l'histoire du M23. Mais Maître Donald Kabasele, oui, avant peut-être de poursuivre, mais ces conflits, parce que la partie est de l'RDC est devenue aujourd'hui les ventres mous du pays, n'est-ce pas? Tout commence par là, l'insécurité et tout. Ça fait pratiquement un quart de siècle, plus de 25 ans, que cette partie vit dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Et les régimes se sont succédés, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis Mobutu, il y avait un couloir humanitaire avec l'opération turquoise. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais ce qui est vrai, les différents régimes qui se sont succédés ne fait qu'hériter ce qui s'est passé. C'est un passé lourd, justement, et aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de payer cash, justement, de cet humanisme, de cet esprit d'hospitalité légendaire accordé aux voisins et qui s'installe aujourd'hui et qui réclame des droits. Ouais, voilà, je voulais faire une différence. Effectivement, c'est depuis 1994, les couloirs humanitaires et tout, on nous a amené femmes, enfants et munitions, chars de combat, sous le contrôle de l'ONU. Je précise, l'ONU a permis que le Rwandais, près de 3 millions, entre sur notre sol. Et c'est de l'histoire. Mais l'ONU, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité que nous vivons actuellement. L'ONU ne s'est pas interrogée. Les 3 millions de personnes dont j'ai permis l'évacuation en RDC, est-ce que ces 3 millions de personnes sont rentrées dans leur pays? Là, l'ONU n'intervient pas.
Chez nous, on tue chaque jour. On éventre les femmes enceintes, on viole, on fait tout. Et nous avons l'ONU avec nous. Ça fait 25 ans, vous les rappelez. Qu'est-ce qui manque à l'ONU pour que cette histoire prenne fin? Nous voyons la mobilisation, on vient de parler de l'histoire de l'Ukraine, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On sait voir la France au devant de la scène parler. On sait voir le président américain parler. On sait voir, comment on va dire, le président des autres pays occidentaux parler en condamnant publiquement la Russie. Pourquoi on ne le fait pas pour la RDC? Tant qu'il est établi... C'est le principe des doubles standards? Non, mais écoutez, c'est une complicité. C'est tout ce qu'on peut dire. Et cette complicité n'a pour seul objectif que, justement, de piller la République démocratique du Congo à dessein pour alimenter les industries, d'abord des guerres, et les industries qui servent d'économie. Mais Donald Kabasele, une certaine opinion estime que les Congolais ne font que pleurnicher, les officiels congolais. Mais il faut se prendre en charge. J'ai suivi le président Emmanuel Macron lors de son récent séjour, surtout lors de la conférence de presse. Il a dit que nous ne pouvons pas nous substituer au gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais de restaurer l'autorité de l'État, d'organiser son armée et tout et tout. Et peut-être que la communauté internationale peut venir en appui. On ne peut pas compter sur la communauté internationale qui ne peut pas se substituer aux officiels congolais qui doivent prendre les choses en main. Un conseil, quand vous avez un dirigeant d'un pays du bloc occidental qui vous parle, ne suivez pas ce qu'il dit. Regardez ce qu'ils font. C'est ça le plus important. Le président Macron a parlé, c'est ça. Mais après, qu'est-ce que son pays a fait pour qu'on ait la paix, finalement? Rien du tout. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une armée qui est à ce jour formée, qui a l'équipement nécessaire et qui se bat. Et notre armée, j'informe d'ailleurs l'opinion, qu'elle est en train d'enregistrer des grandes victoires. Et bravo à nos forces armées. Mais dans un conflit qui a pris des dimensions, je vais dire, continentales ou internationales, il fallait aussi l'aide de puissance. Et nous sommes encore ces pays-là qui croient que l'ONU peut faire quelque chose. Voilà pourquoi on souscrit à des feuilles de route de Luanda, de Nairobi, avec toutes ces forces régionales que vous voyez venir, aux côtés des FARDC, pour nous aider à bouter l'ennemi hors d'état de nuit. Est-ce que pouvez-vous accepter que l'ONU vous dise qu'elle est incapable de combattre un groupe milicien qu'on appelle le M23? Non, l'ONU a dit plutôt... Qui est soutenu par Rwanda. L'ONU a dit plutôt que c'est un groupe qui est bien armé, qui a des armes parfois qui dépassent les armes dont elle détient. Mais imaginez-vous, c'est un aveu. C'est un peu un aveu d'impuissance. C'est un peu pour dire, je n'arrive pas, je ne peux pas arriver à le faire. Mais alors, si l'ONU peut s'exclamer en ces termes, c'est combien de pays dans l'ONU? C'est une évidence, c'est une vérité. Non, c'est pas une évidence. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité en face? S'il vous plaît, qui fournit les armes au Rwanda et qui fournit les armes au M23? N'est-ce pas certains membres de l'ONU? Fournir certains pays de l'ONU? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les termes fournir, parce qu'il y avait l'embargo entre guillemets, la notification d'achat des armes. Non, ça c'était pour la RDC. Ça a été levé justement. C'était pour la RDC. Les Rwandais achetaient les armes comme d'autres pays du monde sans problème. C'est la RDC qui avait des problèmes pour l'achat des armes parce qu'au préalable il était demandé à la RDC de notifier les types des armes, des effets militaires avant tout achat et même auprès du fournisseur. Et cette condition a été élevée. Voilà pourquoi nous disons que c'est parmi effectivement les actifs de ce pouvoir. Ça voudrait dire le président de la République s'est battu pour que cet embargo qui existe il y a de décennies puisse d'abord être enlevé. Et c'est fait. Félicitations au président de la République. Beaucoup ne voient pas ça. Beaucoup voient le résultat. Mais on devrait se battre avec quoi? Un pays qui ne peut pas acheter des armes. Un pays qui doit passer par des procédures au moment où ses citoyens sont tués chaque jour. Et on compte près de 15 millions de morts. Ces pays-là étaient privés d'armes. Voilà pourquoi j'ai dit,
l'ONU est aussi responsable. L'ONU est complice. Comment pouvait-elle nous laisser dans cet état pendant tout ce temps? Et maintenant, on a enterré près de 15 millions de personnes. On vient maintenant parce que Tshisekedi a secoué. On dit, bon, on lâche. Mais oui, on a lâché. Le chef de l'État... Pourquoi on ne condamne pas ces terroristes? Au lieu de se limiter à la condamnation, la condamnation c'est bien beau, mais le président de la République, dans une adresse à la nation, il avait appelé à la mobilisation générale à l'interne. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on parle de mobilisation? Vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes avocat, vous êtes chercheur et coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée. Le chef de l'État a lancé l'appel à la mobilisation et à l'interne, au niveau de formation politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que d'abord, c'est une affaire qui nous concerne personnellement avant de compter sur les alliés, sur les amis. D'abord, j'ai besoin de préciser que le plus grand allié que la RDC a dans cette guerre, c'est sa propre population et son armée. Voilà pourquoi on dit, quels que soient ces efforts diplomatiques qu'on est en train de mener de gauche à droite, eh ben, nous nous préparons en interne de la manière la plus efficace qui soit. Aujourd'hui, on a lancé la campagne pour que le jeune s'enrôle dans le FARDC. Suivez les statistiques. Mais c'est chaque jour qu'il y a des recrues, c'est chaque jour qu'il y a des personnes de bonne volonté qui adhèrent dans leur armée. Vous voyez? Et on a atteint un nombre très important. Aujourd'hui, si vous suivez bien les informations, on a relevé certains militaires de la partie Est, on en a relancé d'autres, de nouvelles recrues bien formées. Donc, sur le plan interne, ceux qui disent qu'on ne fait rien se trompent. Parce que la politique qui a été mise en place, vous avez la loi de programmation militaire, qui a été adoptée et promulguée à l'Assemblée nationale. Cette loi-là permet à l'armée d'avoir le politique, donc les moyens de sa politique. Ça permet à réformer notre armée. Aujourd'hui, l'armée est organisée. Donc tout ça, ce sont des instruments juridiques qui permettent à ce que nous ayons un cadre normatif assez suffisant et spacieux qui puisse nous permettre effectivement d'appliquer toutes ces politiques. Et donc, sur le plan des opérations, notre armée se comporte très bien. Notre population soutient l'armée et ça se passe bien. Mais on ne peut pas se limiter là. Parce que on dit que les conflits viennent d'un État voisin. Cet État s'est fait accompagner des autres. Donc ça fait déjà intervenir la situation. Les autres, c'est qui là? Non mais écoutez, dans cette guerre, il y a beaucoup, il y a même certains miliciens burundais, ougandais, même kenyans qui ont été découverts sur notre sol, parmi les miliciens qu'on arrête. Donc, les conflits prennent une autre dimension au point que la RDC à elle seule, même si elle a la capacité de repousser l'ennemi, mais il y a des questions de frontières qui doivent se parler avec les autres. Voilà pourquoi on part dans des organisations telles que l'EAC, où on discute des questions sécuritaires. Mais justement, l'EAC a envoyé une force régionale sans mandat offensif et la population du Kivu, même tout Congolais pris d'épée, ça n'inquiète. Nous avons les militaires de l'EAC qui sont dans le Nord Kivu. Le Burundi a envoyé des militaires, l'Angola a envoyé de même, mais sans mandat offensif. C'est pour créer une zone tampon, parce que ces gens-là, ces militaires qui arrivent au pays, c'est pour venir à la rescousse aux FARDC qui sont sur la ligne de front. Mais ils sont sur le terrain, ils ne se battent pas. Non, mais d'abord, si vous m'avez présenté comme avocat et chercheur en droit international, dans le règlement des différends, le règlement qui est toujours accepté et qui est privilégié, c'est le règlement pacifique des différends. C'est comme ça qu'on a mis en place la charte de l'ONU. On ne voulait pas qu'on puisse résoudre des différends par des guerres. La guerre pendant que le pays est attaqué. C'est nous qui sommes Il attaqués. y a des territoires qui sont en train de tomber. C'est les Congolais qui sont attaqués. Mais quand on recourt à un organe de l'ONU, l'ONU est censée être neutre. Dans une certaine mesure. Vous voyez? Et cette ONU-là peut mettre ses bons offices à notre disposition pour qu'on voie comment on peut juguler ou carrément régler la crise. Alors, quand on fait appel aux forces de l'EAC, ce n'est pas dans le vide. Tout part de la feuille de route de Rwanda et de Nairobi.
il a été décidé qu'il fallait cantonner ces miliciens. Et pour les cantonner, il fallait également qu'il y ait de forces alliées, de forces membres de ces blocs, qui viennent effectivement confirmer ces cantonnements-là. Et pendant combien de temps? Non, mais écoutez, tout est défini dans le mandat. Mais cette feuille de route n'est pas respectée. Je sais. Au lendemain je suis d'accord des avec travaux vous. de Luanda, Ouais. on avait dit que 24 heures après, 48 heures après, Ouais. il devrait y avoir un cessez-le-feu et que les M23 devaient retourner à ses positions initiales. Parfait. 2 jours après, ils ont attaqué. Non, pas Et même 2 aujourd'hui, jours. on est en train de violer justement les accords de Luanda, Non. de Nairobi, Ouais. au vu aussi de tout le monde. Nous tous, on pensait que, comme le président Macron l'avait dit, la France est impliquée pour que les 2 feuilles de route soient respectées. Le président avait dit, attendons voir c'est dans quel qui joue. Si ça ne se fait pas, là, si ça s'est fait, on dira que bravo la France, parce que vous êtes intervenu. Mais si ça ne se fait pas, nous voulons la condamnation des États membres de l'ONU qui doivent effectivement réaliser que le Rwanda n'est pas sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, ici, on n'est pas en train de chercher qui a raison ou qui a tort. Pas du tout. Mais ici, ça a été décidé, noté. Le pays se sont engagés dans cette feuille de route. Comme la feuille de route n'est pas respectée, la République tire les conséquences qui s'imposent. Et ces conséquences, on ne vient pas les étaler ici. Ok, merci. Ces stratégies, je vous dis que ces stratégies, elles vous l'avez sont dit, déjà on ne vient pas d'application. les Ouais. étaler ici, ça relève de la stratégie. Il y a des options, le chef de l'État les avait soulevées lors de son adresse. Il avait parlé de l'option militaire, il a expliqué la bonne foi du gouvernement de la République. Aussitôt pris ses fonctions, il a fait une tournée africaine auprès de tous ses voisins et tout et tout. Il a même signé, le gouvernement a signé des accords avec les Rwandais pour l'exploitation commune, n'est-ce pas, dès lors dans la partie Est. Mais malgré cette bonne foi, la RDC a été poignardée dans le dos par son voisin direct et immédiat, le Rwanda. Donc il y avait d'une part l'option diplomatique et l'option militaire. Et dans ces conflits, vous pensez qu'il faut privilégier la voie du dialogue? Et s'il faut dialoguer avec qui? Pourquoi le dialogue? Je vais vous dire, parce que c'est très important. La RDC a la possibilité de se faire aider et de finir cette guerre dans moins d'1 mois. La RDC est capable. Nous avons tout ce que le monde recherche. Tout ce qui fait, qui monte et qui défait les industries de guerre en RDC. Vous voulez parler des minéraux stratégiques? Je vous dis que la RDC ne manque rien pour s'attraper un allié de taille qui peut venir décidément et qui peut résoudre ces conflits. Mais le président Tshisekedi est de bonne foi. Il ne faut pas qu'on trahisse sa bonne foi. Moi, je vois la bonne foi du président de la République en train d'être trahi. Et pourtant, il est de bonne foi et il a mis notre pays sur cette voie-là. Il a convaincu ses compatriotes que nous devons aller dans tout ce protocole-là. Allons-y à Luanda, rentrons à, je ne sais pas, au Kenya, faisons Nairobi. ceci. Toutes ces manœuvres ont eu un début, elles auront une fin. Nous interpellons le bloc, tant occidental que n'importe quel autre bloc. Jusque-là, c'est l'ONU qu'on est en train de respecter. Jusque-là, c'est tout ce que l'ONU propose que nous faisons. Il ne faut pas qu'on amène la RDC à faire des choix comme le Malien l'ont fait. Nous n'allons pas dialoguer avec des terroristes. Le M23 est un mouvement terroriste soutenu par un État connu, le Rwanda. Voyez-vous? Il n'y aura jamais la RDC devant ces terroristes-là en train de négocier. Ça, c'est la ligne rouge pour la RDC. Et le message doit être bien compris. C'est comme ça. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement, il vous répétera la même chose. Vous suivrez les instances officielles, on vous répétera la même chose. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait à Luanda? Mais on dialogue. C'est quoi les dialogues? Les chefs d'État s'y retrouvent et on parle. On a même produit une feuille de route. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On est parti à Nairobi, on a fait la même chose. On a été grugé,
notre bonne foi a été affectée. Et donc, pourquoi j'ai fait référence à un partenaire qui peut nous aider à finir ça? C'est parce que je ne veux pas que demain, que ces blocs-là, qui soutiennent les terroristes, qui soutiennent la guerre dans notre pays, qui soutiennent que 2 millions de Congolais meurent, que ces blocs-là se disent à un moment que nous avons perdu complètement la RDC. C'est possible. Merci beaucoup. Et la RDC sera toujours très forte parce que nous avons tout ce qu'il faut pour un pays aujourd'hui d'être puissant dans le monde. Maître Donald Kabasele, c'est votre point de vue. Nous vous le concédons. Nous allons prendre un autre sujet d'actualité, c'est le processus électoral. Vous le savez, il y a maintenant de l'effervescence, même si la campagne n'est pas encore lancée. Je vois qu'il y a les rappels des troupes dans différents états-majors, des partis politiques qui sont en train d'affûter leurs armes pour les élections qui se profilent à l'horizon, donc les élections du 20 décembre 2023. Vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS. Est-ce que votre parti, il est prêt pour aller à ces élections? Parce que nous côtoyons, hein? Oui. Et nous côtoyons certains cadres, notamment de votre parti et d'autres partis qui estiment qu'il faut savoir prioriser les choses. Est-ce que les élections du 20 décembre 2023, c'est la priorité ou la priorité, c'est d'abord ramener la paix à l'Est? Est-ce que votre parti est prêt à aller à ces élections? Notre parti, l'UDPS, est plus que prêt à aller aux élections. Nous l'avons démontré. Le secrétaire général de notre parti, Augustin Kabouya, AK-47, a pris des décisions. C'est une arme, justement, AK-47. C'est un sobriquet que vous lui avez collé. Oui, c'est un pseudo. À cause de son combat, il fallait qu'il prenne un nom. Et c'est celui-là. AK-47. AK-47, le Kalachnikov. Donc, imaginez, les décisions ont été prises pour fixer comment les candidatures doivent être reçues dans notre parti. Le fiche pour candidats sont déjà dispatchés partout en République démocratique du Congo. Nous avons créé des fédérations là où il n'y en avait pas. On a créé des sections et des sous-sections. On a créé des cellules. On crée de base. Moi, j'ai eu l'ordre de mission officielle du secrétaire général pour aller à Kananga, ma province. Je salue d'ailleurs la population centre kassayenne, donc les Kanangais et les Kanangaises, avec une seule mission, à demander, sensibiliser la population à s'enrôler. Il n'y a que l'UDPS qui a fait ça. Et donc, au moment où nous vous parlons, nous sommes déjà en train de clôturer la réception des candidatures. Les commissions ad hoc sont faites dans chaque fédération pour filtrer et examiner les candidatures qui doivent être retenues. Et donc, nous sommes prêts. Donc, imaginez que d'ici la fin de la semaine... Donc, à 8 mois de ces élections, la fin de la au niveau du parti présidentiel, non, vous estimez que vous êtes prêts? Là, je vous parle du parti présidentiel. L'UDPS. D'ici la fin de la semaine, on a clôturé avec des candidatures. Le caution, le parti est en train de s'organiser avec les cotisations de nos députés nationaux, des membres qui sont partis par là, pour payer les cautions de tous nos candidats. Et on va éparpiller les candidatures partout en République démocratique. Bon, je ne veux pas que vous agiez dans beaucoup de stratégies. C'est important de le dire. Donc, quand vous voyez le parti présidentiel qui pouvait dire, ben écoutez, moi je suis parti présidentiel. Vous vous rappelez, on a connu des partis présidentiels qui ont sorti des candidats même à la veille des élections. Mais quand vous voyez un parti présidentiel, après de 8 mois d'élections, s'organiser à ce niveau-là, le message est clair. Le processus électoral est irréversible. Nous sommes résolument engagés à aller aux élections. Mais, parce que vous avez besoin qu'on parle. Oui, parce qu'il y a déjà des interrogations sur les priorités. Nous ne pouvons pas être contents qu'une partie de notre population, constituée de nos combattants, parce que les combattants de l'UDPS représentent près de 30% de la population congolaise. Voyez-vous?
Une partie de cette population... Ça, c'est selon vos statistiques. Non, mais c'est certifié. C'est certifié que sur le 100% de la population en RDC, l'UDPS a à peu près 30% de la population. Voyez-vous? C'est des combattants enregistrés, alignés, identifiés. Ah, mais il faut faire attention parce qu'en politique, surtout au pays, à Kinshasa et dans d'autres provinces, Oui. la même base que vous appelez base, s'il y a un autre parti politique qui organise une sortie, c'est les mêmes personnes qui vont là-bas et ils sont partout en même temps. Non. Ça ne dit absolument rien. Vous avez la foule, s'il vous plaît. C'est toujours relatif par rapport à ces pays. Oui. Les mêmes gens sont au Palou, les mêmes gens sont l'UDPS, ils sont dans d'autres partis politiques. Ça se passe ailleurs, pas à l'UDPS. À l'UDPS, les combattants de l'UDPS sont connus. Il y a la loyauté. Ne vous en faites pas. Vous ne trouverez pas un combattant de l'UDPS courir derrière X ou Y parti ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça se passe ailleurs. Et ça, tout le monde peut certifier. Nous allons le vérifier le 20 décembre. Sans problème. Et, mon frère, au stade actuel, notre pays est agressé. Le président de la République l'a dit au président Macron. C'est le temps de venir finir la question de l'insécurité, d'aider la RDC à résoudre définitivement cette question. Pourquoi? Parce que si demain, on part aux élections et la partie est du pays ne pas dans cette élection, il ne faut pas crier au scandale. Aujourd'hui, dites-moi, avec cette guerre, comment on va enrôler quelqu'un? Nos populations de l'Est, comment ils auront leur carte? Est-ce qu'il n'y a pas risque dans ces zones-là que de Rwandais, de Burundais, des Ougandais prennent des cartes d'électeurs dans les zones qu'ils contrôlent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse venir séquestrer un membre de la CENI et lui imposer des choses? Alors, résolvons aussi cette question. Parce que de cette question aussi... C'est une réflexion qui est lancée. Non, mais écoutez, de cette réflexion... Mais écoutez, dites-moi, si cette population n'est pas enrôlée, c'est que on va aller aux élections sans eux. Alors, qu'est-ce qu'on dira de ces élections? Peut-être qu'il y aura elles ont été inclusives. Il y aura d'autres formules qui seront trouvées d'ici le 20 décembre 2023. Et donc, la seule inquiétude pour l'UDPS, c'est cette question de l'Est. Heureusement qu'on est en train de la résoudre. Les gouvernements ont mis des moyens, des stratégies et tout, pour que tout se passe superbement bien. Nous sommes en train de terminer cette émission. Maître Donald Kabasele, oui. Vous êtes avocat, chercheur en droit, coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée pour la République, un haut cadre. Pour la nation. De l'Union sacrée de la nation, merci. Et puis vous êtes un haut cadre de l'UDPS. Vous avez parlé de votre récent séjour à Kananga pour haranguer les troupes derrière le président de la République à qui vous voulez accorder un deuxième mandat, n'est-ce pas, à la tête du pays. Est-ce que vous avez un message à tous ces combattants? Vous avez évalué vous-même à 30% sur l'ensemble du pays. Ils vous suivent après de Lubumbashi, du Kasaï, du Grand Bandundu, de l'Équateur, donc de partout à travers le pays, et même le monde, parce qu'il y a des combattants en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui se sont d'ailleurs enrôlés. Vraiment, d'abord, je relaye le message du secrétaire général de notre parti, le CG Augustin Kabouya, qui a demandé à tout combattant, partout où il se trouve, que ce soit en République démocratique du Congo ou dans le pays qui ont été choisis pour effectivement faire cette expérience électorale. Il nous a demandé d'aller nous faire enrôler. Je demande à nos combattantes et combattants à s'enrôler. Pas seulement s'enrôler eux-mêmes, mais il nous a aussi demandé de sensibiliser les autres membres, même d'autres partis politiques, qui ne veulent pas s'enrôler, à aller s'enrôler. Pourquoi? On parle d'élection, mais il y a des partis politiques qui ont refusé de s'enrôler. Demain, ce sont ces partis-là... Mais c'est de bonne guerre. Non, mais s'il vous plaît. Ils sont libres. S'il vous plaît. Demain, ce sont ces mêmes partis-là qui vont crier au scandale. Voyez-vous? Nous, à l'époque, quand on a pris la décision de nous retirer, nous, l'UDPS,
de ne pas s'enrôler, de ne pas voter, on a respecté la ligne de notre parti. Voyez-vous? On n'est pas venu après pour faire de problèmes dans cette histoire-là. Voyez-vous? Mais le mal ici, c'est quoi? C'est un peu comme la fois passée. Ne partez pas voter avec la machine à voter. Je ne serai jamais candidat avec la machine à voter. Aujourd'hui, on se réclame être le président élu sur base d'une machine à voter. C'est un peu contradictoire. Et donc, pour nous éviter cet embrouille... Vous parlez de Fayoulou? Ben bien sûr, il avait dit que jusqu'à la dernière minute, il ne fallait pas aller avec la machine à voter. La politique est dynamique. Et après, Maître Donald je suis le président élu et j'ai été voté dans la machine à voter. Donc, vous comprenez que ce n'est pas bon. Et donc, les gens qui ne s'enrôlent pas, effectivement, ils doivent prendre la mesure de leurs décisions. Ça veut dire, vous ne vous enrôlez pas, ne dites rien pour les élections qui vont se faire de toute façon. Maître Donald Kabasele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes hyper occupé, je l'ai senti. Merci. Merci de nous accorder de votre temps pour lever un pan du voile par rapport à la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays, même sur le plan international avec la guerre en Ukraine. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, merci, et nous nous retrouvons au prochain numéro.